La sonnette retentit. Vous vous arrêtez. Quelque chose dans votre corps se crispe, à peine perceptible, mais vous forcez une respiration. Vous souriez. Vous ouvrez la porte. Et à cet instant, poli, chaleureux, accueillant, quelque chose en vous se replie. Ils entrent. Leur voix emplit l'air. Ils sont bien intentionnés. Ils le sont toujours. Mais soudain, l'air de votre maison semble différent. Pas lourd, pas hostile, juste plus vraiment le vôtre. Vous riez. Vous proposez du thé. Vous demandez des nouvelles de leur journée. Vous faites tout correctement. Mais derrière vos yeux, un écho discret murmure « Je veux récupérer mon espace ». Et après leur départ, lorsque la porte se referme enfin, vous restez dans le silence, incertain de pourquoi vous vous sentez si désorienté, si dispersé, si vidé. Vous n'avez pas de haine pour les gens. Vous n'êtes pas ingrat. Vous n'êtes pas asocial. Mais chaque fois que quelqu'un franchit ce seuil, même les plus bienveillants, vous sentez une part de vous se retirer, comme une flamme se protégeant du vent. Vous vous êtes blâmé pour cela. Vous l'avez trouvé étrange. Vous l'avez dissimulé par des excuses. Je suis juste fatigué. La semaine a été longue. Peut-être une autre fois. Mais et si vous n'aviez jamais eu à justifier cela? Et si ce malaise n'était pas une dysfonction? Carl Jung considérait la maison comme plus que des murs et des fenêtres. Il la voyait comme un symbole de l'âme, une structure bâtie non seulement de briques, mais de souvenirs, d'émotions et d'énergie psychique. La porte d'entrée n'est pas qu'une barrière physique. C'est un seuil sacré entre vous et le reste du monde. Quand quelqu'un entre dans votre espace, il n'apporte pas seulement une conversation. Il apporte une énergie, des tensions implicites, des histoires cachées. Tout cela s'installe dans votre atmosphère, perturbant ce qui était jusque-là immobile. Jung enseignait que les âmes sensibles, en particulier les introvertis, ont besoin de solitude, non par évitement, mais par nécessité. Ils se régénèrent dans le silence. Ils se rappellent qu'ils sont dans la quiétude. Ainsi, lorsqu'un visiteur entre, quelque chose dans votre inconscient dit « Mets ton masque. Sois poli. Sois présent. » Mais votre âme murmure le contraire, garde ça fermé. Non pas parce que vous êtes froid, non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que certaines parties de vous sont encore en réparation, encore fragiles, encore en formation. Pour Jung, ce n'était pas un défaut. C'était un signal sacré, une frontière que votre inconscient érige lorsque le monde extérieur menace l'architecture intérieure. Peut-être, juste peut-être, ce malaise que vous ressentez n'est pas à corriger, mais à écouter. Et si vous n'aviez pas tort de désirer le silence? Et si votre résistance aux visiteurs n'était pas liée à eux, mais à votre âme disant « Pas encore. Je suis encore en train de guérir ». Carl Jung a dit un jour « L'énergie de l'âme ne circule pas au hasard. Elle suit la direction du désir, du sens et de la préservation. » Pour comprendre pourquoi l'entrée de quelqu'un dans votre maison est si déstabilisante, il faut d'abord comprendre comment votre énergie circule. Car pour certains, elle ne s'écoule pas vers l'extérieur. Elle se tourne vers l'intérieur, comme une rivière qui disparaît sous la terre, sculptant le silence en force. Jung appelait cela la distinction entre deux orientations psychologiques fondamentales, l'extraverti et l'introverti. Il ne s'agit pas d'être bavard ou discret, confiant ou maladroit. Il s'agit d'énergie et de l'endroit où l'âme va se ressourcer. L'extraverti tire son énergie du monde. Les contacts sociaux le nourrissent. Les pièces bruyantes l'excitent. Les gens ne sont pas des perturbations, ils sont un carburant. Mais pour l'introverti, c'est l'inverse. Son énergie se retire du monde, comme une lumière qui se replie vers l'intérieur. Il a besoin de solitude pour se recalibrer, de calme pour se souvenir de qui il est, et de silence, non comme une absence de son, mais comme une restauration de soi. Ainsi, lorsqu'une personne entre dans votre espace, même avec bienveillance, même avec de bonnes intentions, elle crée un changement subtil mais sismique dans votre champ énergétique. Elle apporte ses histoires, sa présence, son rythme. Et ce rythme n'est pas le vôtre. Vous le ressentez immédiatement, comme une fréquence que vous n'avez pas choisie. Elle emplit l'air, et soudain, votre esprit ne vous appartient plus. Vous devenez hôte, ce qui signifie que vous ne vous reposez plus. Vos pensées s'accélèrent. Votre attention se divise. Votre énergie se dirige vers l'extérieur, vers eux. Et ce faisant, quelque chose en vous se tait. Pas dans la paix, mais dans la répression.
Jung croyait que la maison n'est pas seulement un abri, c'est un espace symbolique, un réceptacle de votre psyché. Chaque objet dans votre maison est chargé de votre énergie. Chaque pièce est une extension de votre monde émotionnel. C'est là que vous enlevez le masque, là où votre âme respire sans filtre. Mais lorsqu'une personne entre dans cet environnement, même pour une simple conversation amicale, tout votre système doit s'adapter. Vous nettoyez, vous planifiez, vous performez. Et en vérité, vous vous préparez à une guerre sans la nommer ainsi. Car maintenir des frontières qui n'étaient pas censées être franchies demande un effort. Même la visite la plus anodine peut ressembler à une interruption rituelle. Ce qu'ils perçoivent comme de la gentillesse, vous le ressentez comme du chaos. Ce qu'ils considèrent comme du confort, vous le vivez comme une contamination. Pas à cause de qui ils sont, mais à cause de ce que votre âme a construit dans le silence. Jung enseignait que la psyché est sensible aux intrusions énergétiques. Pour les introvertis, ce n'est pas juste une préférence. C'est une biologie de l'âme. Trop de contacts extérieurs surchargent le système nerveux. Trop d'hospitalité brise le miroir de soi. Trop de présence des autres ne laisse plus de place pour la vôtre. Vous ne vous sentez pas seulement fatigué, vous vous sentez effacé. Et parfois, vous ne pouvez même pas l'expliquer avant que ce ne soit fini. Jusqu'à ce que la porte soit refermée, jusqu'à ce que le silence revienne. Alors seulement, vous vous sentez à nouveau vous-même. Ce n'est pas un comportement asocial. C'est une préservation psychique. Imaginez une bougie vacillante dans le vent. C'est votre énergie lorsqu'une personne entre sans y être invitée. Chaque souffle qu'elle prend perturbe la flamme. Chaque mot qu'elle prononce déplace l'air. Peu à peu, la lumière faiblit. C'est ce que vous ressentez lorsque quelqu'un entre dans votre maison sans comprendre votre fonctionnement intérieur. Pour eux, c'est juste une visite. Pour vous, c'est une tempête énergétique. Et lorsque ce seuil est franchi trop souvent, votre esprit commence à s'éteindre. Vous souriez moins. Vous pensez moins clairement. Vous vous sentez lourd, non pas d'un poids physique, mais de leur présence. Jung croyait que les parties les plus sacrées de soi sont par nature silencieuses. Et tout ce qui perturbe ce silence doit être examiné avec soin. Donc, si vous vous sentez vidé après même de courtes visites, si vous sentez que votre maison a été ébranlée sans jamais être touchée, sachez ceci, ce n'est pas une faiblesse. C'est la conséquence de vivre avec une âme sensible, intelligente et tournée vers l'intérieur. Une âme qui se protège, non pas par la confrontation, mais par le calme. Vous souriez. Vous hochez la tête. Vous dites, prends un siège. Reste aussi longtemps que tu veux. Mais votre corps attend déjà leur départ. Pas parce que vous êtes impoli, pas parce que vous ne les aimez pas, mais parce qu'une part de vous joue un rôle, et elle le joue toute la journée. Jung appelait cela la persona, le masque social que nous portons pour survivre. C'est la version de nous-mêmes que nous mettons en avant pour être acceptés, admirés, compris. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas toute la vérité non plus. La persona sourit quand l'âme est fatiguée. Elle divertit quand l'esprit veut du silence. Elle joue l'hôte quand le cœur aspire à la paix. Et pour beaucoup, en particulier les introvertis, les empathes et les penseurs profonds, ce masque ne s'enlève pas facilement, même à la maison. C'est la tragédie, n'est-ce pas? Votre maison est censée être votre sanctuaire, mais dès que quelqu'un entre, ce sanctuaire devient une scène. Vous devenez un acteur. Soudain, vous surveillez vos expressions, choisissez vos mots avec soin, écoutez attentivement, répondez poliment, surveillez le temps, la température, l'éclairage, le bruit. Et à chaque instant, quelque chose en vous s'éloigne davantage. Vous n'êtes plus avec vous-même. Vous gérez la visite. Jung avertissait que la persona est nécessaire mais dangereuse, car lorsque nous la portons trop longtemps, nous oublions comment l'enlever. Nous commençons à confondre le rôle avec le soi, et ce faisant, nous abandonnons quelque chose de sacré en nous, la présence authentique. C'est pourquoi les visites, même brèves, sont épuisantes. Vous ne faites pas seulement du café ou de la conversation. Vous sacrifiez de l'énergie psychique pour maintenir une image. Vous dites, je suis heureux que tu sois venu. Quand ce que vous voulez dire, c'est, j'aimerais pouvoir rester ici en silence. Vous demandez, comment va le travail? Quand votre esprit hurle pour du calme, vous continuez à sourire, même quand les muscles de votre visage implorent le repos. Et ce n'est pas juste de la fatigue sociale. C'est une déplétion spirituelle. Car chaque fois que vous privilégiez l'harmonie à l'honnêteté,
vous trahissez une part de vous-même. Cette trahison peut être petite, mais elle s'accumule. Et plus vous performez, moins vous vous sentez réel. Peu à peu, la maison commence à ressembler à un théâtre. Chaque pièce devient une scène différente. Le salon, où vous jouez la gaieté. La cuisine, où vous vous préparez à performer. La salle de bain, le seul endroit où vous pouvez respirer pendant 30 secondes. Même votre chambre, qui n'est plus un refuge, mais une salle de récupération. Et quand ils partent enfin, vous ne vous sentez pas seulement fatigué, vous vous sentez vide, comme si vous aviez donné quelque chose que vous ne vouliez pas donner et que vous ne pouvez pas tout à fait récupérer. C'est le coup silencieux de la persona. Pas l'effort en lui-même, mais l'invisibilité qu'il entraîne. Car qui voit la version de vous qui ne voulait pas parler, qui entend le silence que vous désiriez, qui ressent le poids que vous avez porté juste pour que les autres se sentent bienvenus. Personne, parce que votre persona a tout géré. Mais votre âme, la part de vous qui aspire à la quiétude, à l'authenticité, à la vérité silencieuse, elle a ressenti chaque seconde. Et voici ce que Jung voudrait que vous sachiez. Le masque n'est pas mauvais, mais il ne doit jamais devenir votre maison. Vous avez le droit de l'enlever. Vous avez le droit de dire « pas aujourd'hui ». Vous avez le droit de protéger votre espace, votre énergie, votre vérité, même si cela vous fait paraître distant. Car prétendre n'est pas se connecter. Et la paix n'est pas une performance. Parfois, c'est juste un regard, un commentaire, un ton dans leur voix. Ils ne voulaient rien dire par là. C'était anodin, sans conséquence, mais ça a gâché toute votre journée, et vous ne savez pas pourquoi. Vous le ressassez. Vous vous demandez si vous êtes trop sensible. Vous vous sentez ridicule, voire honteux, de l'impact que cela a eu sur vous. Mais Carl Jung ne qualifierait pas cela de ridicule. Il appellerait cela un signal, une alerte d'une part de vous enfouie, jusqu'à ce que quelqu'un allume l'étincelle. Cette part, Jung l'a nommée l'ombre. L'ombre n'est pas maléfique. Ce n'est pas une obscurité pour l'obscurité. C'est tout ce que vous avez dû repousser pour survivre. Tout ce qu'on vous a dit de ne pas ressentir, de ne pas exprimer, de ne pas être. Colère, honte, peur, désir, ressentiment, souvenir, douleur, tout cela est enfermé derrière le visage poli, caché derrière la persona. Mais ça ne reste pas caché pour toujours. Et parfois, il suffit que quelqu'un entre dans votre espace pour que l'ombre commence à murmurer. Car votre maison, votre silence, votre solitude, c'est là que l'ombre repose, pas paisiblement, mais calmement. Elle attend en arrière-plan, imperturbable, jusqu'à ce que quelqu'un entre, jusqu'à ce que leur présence déplace l'air, et soudain quelque chose s'agite. Vous le ressentez, mais ne pouvez pas le nommer. Vous souriez, mais sentez la tension monter sous votre peau. Vous êtes poli, mais à l'intérieur, vous vous resserrez, vous vous éteignez, vous vous repliez. Une remarque banale devient une blessure. Leur rire semble trop fort. Leur énergie, trop envahissante. Même leur gentillesse semble une pression. Vous ne les détestez pas, mais quelque chose en vous ressent de l'agacement face à cette exposition, car chaque mot qu'ils prononcent rebondit sur plus que vos oreilles. Ils frôlent l'ombre, et l'ombre se souvient. Jung disait, « Ce que vous ne portez pas à la conscience apparaîtra dans votre vie comme un destin. » C'est pourquoi votre inconfort n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une question d'être asocial. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une protection psychique. Quand quelqu'un entre dans votre maison, il n'entre pas seulement dans votre espace physique. Il entre dans votre champ émotionnel, votre territoire symbolique. Et sans le savoir, il peut marcher sur des mines enfouies, un chagrin non traité, un abandon d'enfance, une humiliation jamais exprimée, une part de vous qui a appris tôt à rester silencieuse et qui tremble maintenant au son de la voix d'un autre dans votre espace. Ils ne sont pas la menace, mais leur présence menace l'équilibre que vous avez construit pour garder votre monde intérieur en sécurité. Ainsi, l'ombre agit, non pas avec violence, non pas avec drame, mais avec résistance, une irritabilité soudaine, un désir d'être seul. Un malaise que vous ne pouvez pas expliquer, un retrait qui semble froid, même à vous-même. Vous ne voulez pas être distant, mais quelque chose en vous dit, protège. C'est la voix de l'ombre. Et si vous l'ignorez trop longtemps, elle ne disparaît pas. Elle grandit. Elle durcit. Elle façonne vos habitudes, vos préférences, vos défenses, jusqu'à ce que vous vous retrouviez à refuser des invitations, à redouter la sonnette,
à sentir votre estomac se nouer à l'idée que quelqu'un vienne. Pas parce que vous êtes inamical, mais parce que votre âme se souvient de ce que votre esprit conscient essaie d'oublier. Jung croyait que l'ombre n'est pas l'ennemi, mais qu'elle exige du respect. Car ce qui vit dans l'ombre, si ignoré, devient l'architecte de votre inconfort, de votre distance, de votre méfiance. Mais lorsqu'elle est reconnue, elle devient une boussole. Alors, la prochaine fois que quelqu'un visite et que vous sentez quelque chose changer, ne l'ignorez pas. Ne le rejetez pas. Ne le rationalisez pas. Au lieu de cela, demandez-vous, quelle partie de moi est touchée en ce moment? Car peut-être qu'ils n'ont pas seulement apporté leur présence. Peut-être ont-ils apporté un message, un déclencheur, un miroir. Et votre inconfort n'était pas le problème. C'était le message. Un rappel que votre âme protège encore quelque chose de fragile, d'inachevé, de sacré. Pour Carl Jung, une maison n'était jamais juste des briques et des fenêtres. C'était un symbole, un plan de l'âme, chaque pièce résonnant avec quelque chose d'interne, d'intime, d'invisible. Les murs gardent des souvenirs. Les sols portent le poids de votre identité. Et la porte d'entrée, ce n'est pas juste du bois et des gonds. C'est une frontière sacrée, la ligne entre qui vous êtes et ce que le monde essaie d'apporter. Vous vivez ici, mais pas seulement physiquement. Vous dormez dans la chambre, l'espace de l'intimité, des rêves, de la vulnérabilité. Vous vous réunissez dans le salon, la façade que vous montrez aux autres, votre peau sociale. Vous mangez dans la cuisine, le lieu de la nourriture émotionnelle. Vous stockez des choses dans le grenier, des pensées élevées, des idées oubliées. Et en dessous de tout cela, la cave attend. Sombre, inexplorée, contenant tout ce que vous avez refoulé, vos traumatismes, vos rejets, votre silence. Ce n'est pas juste une métaphore. C'est une architecture psychologique. Et pour ceux qui sont intérieurement sensibles, introvertis, empathes, chercheurs, cette structure n'est pas seulement significative, elle est sacrée. Car lorsque vous passez votre vie à absorber le bruit du monde, votre maison devient le seul endroit où vous pouvez entendre votre propre voix. C'est là que la persona s'efface, que l'ombre s'adoucit, que vous pouvez ressentir sans filtrer, exister sans performer, vous reposer sans vous retirer. Mais ensuite, quelqu'un frappe à la porte. Et ce coup résonne plus fort qu'il ne le devrait. Car lorsqu'ils franchissent le seuil, ils ne pénètrent pas seulement dans votre maison. Ils pénètrent dans votre moi symbolique. Et votre inconscient le ressent. Ils entrent dans le salon, et votre masque social s'active. Ils complimentent la cuisine, et votre nourriture intérieure devient une performance. Ils demandent à utiliser la salle de bain, et votre frontière glisse légèrement. Ils n'approcheront peut-être jamais de votre chambre ou de votre cave, mais leur présence déclenche une alarme dans votre psyché. Ce n'est plus un système fermé. Même si vous les appréciez, même si vous les avez invités, même s'ils sont bien intentionnés, ils apportent plus qu'une conversation. Ils apportent des histoires, des émotions, des tensions, une énergie, et cette énergie a un poids. Elle persiste. Elle déplace vos meubles, pas physiquement, mais spirituellement. Et si votre maison symbolique est encore en construction, s'il y a des pièces que vous n'avez pas encore osé explorer, alors chaque visiteur risque de pénétrer dans des espaces que vous n'avez même pas encore découverts. C'est pourquoi, pour beaucoup, un invité imprévu ne semble pas être une compagnie. Cela ressemble à une invasion. Pas de la vie privée, mais de la psyché. Et votre réaction, ce malaise soudain, cette envie de vous retirer, cette oppression dans votre poitrine, ce n'est pas une surréaction. C'est l'inconscient qui essaie de maintenir la structure stable. Jung enseignait que l'espace symbolique est aussi réel que l'espace physique. Et lorsque nous protégeons nos maisons, nous protégeons aussi notre agencement intérieur. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez mal à l'aise en entendant des pas dans votre couloir, quand votre silence est brisé et votre rythme perturbé, vous n'êtes ni étrange ni égoïste. Vous protégez le miroir. Car dans la psychologie jungienne, votre maison, c'est vous. Et personne n'y entre, physiquement ou symboliquement, sans déplacer quelque chose à l'intérieur. Vous le ressentez avant que cela ne fasse sens. Une lourdeur dans votre poitrine quand quelqu'un prolonge sa visite. Une panique subtile quand la sonnette retentit. Une envie de silence au milieu d'une conversation anodine. Vous appelez cela de la fatigue, de l'épuisement, de l'irritabilité. Mais Carl Jung l'appelait autrement, l'appel de l'ermite. Dans la psychologie jungienne,
l'ermite est plus qu'une figure solitaire avec une lanterne. C'est un archétype ancien, l'instinct de l'âme à se retirer, non pas par faiblesse, mais par sagesse. L'ermite ne fuit pas le monde. Il se tourne vers l'intérieur pour trouver ce que le monde ne peut lui offrir. Et lorsque quelqu'un entre dans votre espace et que tout votre être se rétracte, vous n'êtes pas impoli. Vous êtes appelé, non par l'inconfort, mais par la part de vous qui sait que vous n'êtes pas encore prêt à partager cet espace. Vous guérissez encore quelque chose de sacré. C'est le début discret de l'individuation, le processus que Jung décrivait comme devenir qui vous êtes vraiment, sous tous les masques, le bruit et les attentes. Mais l'individuation ne commence pas dans les applaudissements. Elle commence dans la solitude. L'ermite ne s'isole pas pour disparaître. Il s'isole pour se reconstruire. Car avant de pouvoir affronter le monde, vous devez vous affronter vous-même. Et ce processus n'est pas bruyant. Il ne prospère pas dans les fêtes. Il ne s'épanouit pas dans les conversations constantes. Il exige le vide, le calme, la distance, un silence assez épais pour entendre la voix subtile à l'intérieur. L'inconfort que vous ressentez avec les visiteurs, ce n'est pas une dysfonction. C'est l'ermite qui appelle, disant « Recule. Tu as trop donné. Reviens chez toi, pas seulement dans votre maison, mais en vous-même. Car accueillir quelqu'un trop souvent, c'est vous expulser de votre propre âme. Vous nettoyez la pièce, vous mettez la table, vous répondez aux questions. Mais après, quand le silence revient, vous réalisez que vous n'étiez jamais vraiment présent. Vous performiez, traduisiez, gériez. Et l'ermite voit cela. Il attend patiemment. Il ne juge pas. Il demande simplement, est-il temps? Temps de revenir à l'intérieur. Temps d'enlever la persona. Temps de s'asseoir avec votre ombre dans la cave de votre propre psyché. Jung croyait que l'inconscient ne se révèle que dans le calme et la solitude. Sans solitude, nous restons étrangers à nous-mêmes. Car ce qui vit dans vos profondeurs ne crie pas, il murmure. Et vous ne pouvez pas l'entendre si la pièce est pleine. L'ermite vous invite à fermer la porte, non par amertume, mais par révérence. À vous asseoir dans une pièce silencieuse jusqu'à ce que le masque glisse, que le bruit s'estompe, et que les vraies questions commencent. Qui suis-je quand personne ne regarde? Que ressens-je quand personne ne m'interrompt? Que essaie de dire quand tout le reste est silencieux? Ce ne sont pas des questions pour les foules. Elles ne se posent pas à table. Elles surgissent quand vous en avez assez des distractions, des performances et de la politesse. Et elles sont terrifiantes, car en solitude, les réponses sont brutes, non filtrées, inconfortables, vraies. C'est pourquoi tant de gens craignent l'ermite, car il ne vous laisse pas vous échapper. Mais si vous restez, si vous laissez le silence vous enseigner, vous commencez à sentir quelque chose se former en vous. Pas de la solitude, mais une lumière intérieure. Pas du vide, mais de la profondeur. L'ermite ne reste pas retiré pour toujours. Il revient, mais pas comme avant. Il revient avec clarté, avec paix, avec une âme qui n'a plus peur d'être incomprise, car elle se comprend elle-même. Alors, quand vous ressentez l'envie d'annuler des plans, d'éviter un coup à la porte, de fermer les rideaux et de vous reposer dans le silence, ne l'appelez pas asocial, appelez le sacré. Cela pourrait être votre ermite intérieur vous guidant doucement vers la seule chose que la plupart des gens ne trouvent jamais, la vérité silencieuse et inébranlable de qui vous êtes vraiment. Vous l'avez déjà ressenti, cette étrange tension entre ce que vous voulez et ce que vous êtes censé vouloir. Ils disent « Sors un peu. Ne sois pas comme ça. Tu n'es plus amusant. » Alors vous dites oui. Vous ouvrez la porte. Vous accueillez. Vous souriez. Mais à l'intérieur, votre âme murmure. Tu as dit oui à eux, mais non à moi. Nous vivons dans une culture qui vénère la visibilité. Soyez disponible. Soyez accessible. Soyez sociable, réactif, agréable. Plus vous êtes présent pour les autres, plus vous semblez avoir de la valeur. Ainsi, l'idée de fermer la porte, physiquement ou émotionnellement, semble une violation de ce script. On l'appelle asocial. On l'appelle impoli. On l'appelle égoïste. Mais Carl Jung avait un autre mot pour cela, nécessaire. Jung croyait que l'individuation, le chemin pour devenir votre moi le plus authentique, exige de l'espace, pas seulement une distance physique, mais une souveraineté psychique. Vous ne pouvez pas entendre votre voix intérieure si vous êtes constamment à l'écoute du volume des autres. Ainsi, l'une des choses les plus radicales que vous puissiez faire pour votre âme est ceci, dire non sans vous excuser,
sans culpabilité, sans surexplication. Juste non, car non n'est pas un rejet. C'est une direction. C'est choisir le calme plutôt que le bruit social. C'est choisir le respect de soi plutôt que la performance sociale. C'est choisir l'alignement plutôt que l'apparence. Et ce n'est pas toujours facile, car le monde n'aime pas quand vous fermez la porte. Ils le prennent personnellement. Ils pensent que cela dit quelque chose sur eux. Mais ce n'est pas le cas. Cela dit quelque chose sur vous. Cela signifie que votre âme a appris à reconnaître ses limites, ses cycles, ses schémas énergétiques. Cela signifie que vous avez cessé de vous abandonner juste pour être accepté par les autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la souveraineté. Et si vous ne protégez pas votre énergie, personne d'autre ne le fera. Jung enseignait que la psyché doit être traitée avec le même soin que le corps. Tout comme vous vous reposez lorsque vous êtes physiquement malade, vous devez aussi vous retirer lorsque vous êtes émotionnellement surexposé. Voici donc quelques pratiques inspirées de Jung pour préserver votre énergie psychique. Remarquez votre corps avant votre esprit. Quand quelqu'un vous demande du temps, votre poitrine se serre-t-elle? Votre souffle se raccourcit-il? Votre corps sait avant que votre cerveau ne l'admette. Honorez le non qui surgit sans justification. Vous n'avez pas besoin d'un agenda rempli ou d'une excuse valable. Le sentiment suffit. Créez des espaces sacrés dans votre routine. Un silence matinal, une promenade en soirée, une règle de non invité après le coucher du soleil. Les frontières n'ont pas besoin d'être dramatiques, juste cohérentes. Parlez simplement. Dire « j'ai besoin de temps pour moi » n'est pas impoli. C'est honnête. Les personnes destinées à vous comprendre comprendront. Les autres se révéleront. Car chaque fois que vous outrepassez vos limites par politesse, vous payez en monnaie spirituelle. Votre lumière s'estompe, votre clarté s'embrouille, votre ressentiment s'accumule discrètement dans les recoins de votre être. Mais chaque fois que vous protégez votre espace, vous ne défendez pas seulement une pièce. Vous défendez un moi. Et Jung croyait que protéger votre vie intérieure était une responsabilité morale, pas seulement personnelle. Car personne ne peut entendre votre âme si elle est toujours en train de performer. Alors, laissez-les penser ce qu'ils veulent. Vous ne devez pas un accès à tous ceux qui frappent. Votre maison n'est pas une scène. Votre esprit n'est pas une salle d'attente. Votre âme n'est pas une propriété publique. Vous avez le droit de la garder fermée. Vous ne détestez pas les gens. Vous n'êtes pas amer. Vous n'êtes pas brisé. Vous écoutez simplement quelque chose que la plupart des gens passent leur vie à ignorer, votre âme. Et votre âme parle dans le silence. Elle ne crie pas dans les fêtes. Elle n'interrompt pas les conversations. Elle ne rivalise pas avec le bruit. Elle attend tranquillement le moment où vous cesserez de performer assez longtemps pour l'entendre. C'est cela, la solitude. Pas une absence, pas une fuite, mais un retour. Un retour au centre, à la clarté, à l'intégrité. Carl Jung croyait que le chemin de l'individuation, le voyage de toute une vie pour devenir qui vous êtes vraiment, commence non pas avec le bruit, mais avec le retrait. Il commence au moment où vous cessez de chercher la validation et commencez à chercher la vérité. Et cette vérité attend souvent derrière une porte fermée, derrière des plans annulés, derrière des messages sans réponse, derrière des week-ends où personne ne visite et où rien n'a besoin d'être dit. Vous êtes assis dans votre pièce. La maison est silencieuse et lentement, un autre type de son s'élève. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Vos pensées s'adoucissent. Votre système nerveux se recalibre. Votre souffle ralentit, et dans ce calme, vous commencez à vous reconnaître à nouveau. Pas la version que les autres voient. Pas la persona que vous performez, mais celle qui existe sous tout cela. Intacte, non éditée, entière. C'est le pouvoir de la solitude. Pas parce qu'elle vous rend meilleur que les autres, mais parce qu'elle vous rend honnête avec vous-même. Et cette honnêteté est guérissante. Car c'est seulement dans le silence que les fragments se réunissent. C'est seulement dans la solitude que les voix intérieures peuvent être entendues. Les parties dispersées reviennent. Les blessures commencent à se refermer. Ce n'est pas de la solitude. C'est de l'intégration. Et l'intégration est ce qui vous rend entier. Vous n'avez pas besoin d'être constamment présent dans le monde pour avoir de l'importance. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre retrait pour être digne. Vous n'avez pas besoin d'inviter tout le monde pour être gentil. Vos frontières ne sont pas des rejets. Ce sont des alignements. Votre silence n'est pas une absence. C'est un espace sacré.
Jung voyait la solitude comme une phase sacrée, pas la fin de la connexion, mais la préparation à une connexion plus profonde. Car lorsque vous protégez votre énergie, lorsque vous honorez le silence que votre âme réclame, lorsque vous choisissez le calme plutôt que l'obligation, vous ne repoussez pas le monde. Vous vous préparez à y retourner entier, avec présence, avec profondeur, avec la vérité dans vos yeux et la paix dans vos os. Vous ne performez plus. Vous ne cherchez plus à plaire. Vous ne vous éditez plus juste pour être accepté. Vous revenez en tant que quelqu'un qui a rencontré son monde intérieur, qui l'a survécu, qui l'a honoré et qui a rapporté quelque chose de réel. Alors, la prochaine fois que vous ressentez cet étrange besoin d'être seul, honorez-le. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas une faiblesse. C'est le début de l'intégrité. Et cela commence exactement là où vous êtes, dans le calme derrière la porte fermée, où votre âme a enfin de la place pour respirer.